Merci à tous les intervenants. Merci parmi eux à Jean-Pierre Boudet-Bouquet de Cutting Edge. Merci à Arnaud Dans, que j'ai vu tout à l'heure, qui a passé des heures et des heures et des heures à filmer tous les intervenants et avec moi à faire les dérochages, les montages, etc. On peut ouvrir maintenant une discussion. Frédéric Bizard nous a fait la gentillesse de venir alors qu'il doit partir très vite, d'ici 10 minutes, pour prendre un avion. Vous connaissez tous Frédéric Bizard, qu'on voit par ses prises de position dans les journaux, par ses blogs, etc. Et qui a récemment écrit un livre qui s'appelle Protection sociale, pour nous le dire exactement, une nouvelle voie, pour un nouveau modèle. Voilà, mais enfin, donc on peut commencer peut-être par poser des questions, tout ce qui concerne l'environnement en termes d'économie de la santé. Vous avez vraiment un expert. Donc y a-t-il des questions sur ce sujet ? Quelle est la situation dans d'autres pays en termes de... Est-ce que toute la chirurgie se fait dans des établissements de santé ou elle se fait tout simplement dans des cabinets Alors, c'est pas à moi de répondre sur l'aspect technique de savoir si on peut traiter une cataracte dans un modèle hospitalier, ambulatoire ou dans un modèle externe. C'est probablement d'autres experts ici de le faire. Ce que je vois, et le film était remarquablement fait, mais quelques points. Je pense qu'il ne faut pas confondre les moyens et les fins. C'est pas une fin d'être le plus productif possible. Augmenter la productivité, c'est un moyen pour permettre un accès à tous à l'innovation. D'accord ? Donc pour ça a été très bien dit, donc on va pas tout redire, mais ce qui compte, c'est plus le volume d'actes, c'est la valeur des actes. D'accord ? Mais ça change complètement le logiciel économique, ou le logiciel médico-économique. Parce que notre système de santé, comme l'ensemble des systèmes de santé des pays développés, ont été pensés pour pour permettre un accès aux soins, et donc pour maximiser la capacité à faire du volume pour que tout le monde puisse être soigné. Ça fait 20 ans qu'on arrive à le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je viendrai plus spécifiquement à votre question. Le deuxième point, c'est de savoir... de comprendre que ce nouveau monde nécessite de changer l'ensemble du logiciel du système de santé. Je pense que ce nouveau monde, il faut le comprendre. C'est quoi ? Il y a une transition épidémiologique, une transition démographique et une transition technologique. C'est grâce à cette transition technologique, à cette révolution technologique, qu'on va pouvoir gérer les deux premières transitions. Là, on a beaucoup parlé d'innovation, mais il faut savoir que c'est pas la demande de santé qui augmente les dépenses de santé. On parle beaucoup de demande. C'est pas la demande. Si on ne savait pas soigner la cataracte, il n'y aurait pas d'effet du vieillissement sur les dépenses de santé. Ce qui augmente la dépense, c'est l'innovation. C'est de permettre de pouvoir traiter toujours ce qu'on ne pouvait pas traiter avant. Il y a 1 million de gens qui souffrent d'Alzheimer, ça entraîne très peu de dépenses de santé. Parce qu'on ne sait pas soigner Alzheimer. Mais le jour où vous savez soigner Alzheimer, vous explosez les dépenses de santé. D'accord ? Comment est-ce qu'on peut mesurer cette valeur ? On est tous d'accord qu'on passe du volume à la valeur. Aujourd'hui, on n'a quasiment pas d'outils pour mesurer la valeur. Et quand j'entends beaucoup les réflexions organisationnelles sur « il faut augmenter la productivité, bien sûr pour faire baisser le coût de production, mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif final. Donc attention à ne pas donner l'impression aux patients et aux soignants que finalement ce qu'on veut avant tout, c'est essayer de baisser au maximum le coût de production, parce que pour eux, ils n'en voient pas beaucoup de bénéfices. Est-ce qu'on augmente la valeur avec les soins externes ? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas. Et de quelle valeur est-ce qu'on parle ? Probablement que dans les 10 prochaines années, il y a une notion qui commence à émerger un petit peu, qui va être dominante, centrale dans les réflexions, c'est la notion de pertinence des soins. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que l'acte a plus d'importance, c'est le parcours qui compte. Il est de bon ton de dire finalement il n'y a pas de problème dans le système de santé, il n'y a pas besoin de le repenser. Il suffit en fait d'éliminer le gaspillage. Parce qu'il y a 20 à 30% des dépenses de santé qu'on considère comme étant non pertinents. Ça, à mon avis, ce sont des discours qui sont assez dangereux.
Pour le premier point, je pense que l'acte n'a jamais été aussi important. J'étais très sceptique, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis sur les bundle payments. Aux États-Unis, il s'est développé beaucoup de choses où on a essayé en fait de financer au parcours, de financer sur l'ensemble de la prise en charge du patient. Et ça a été mis en place jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, et je pense qu'on pouvait le prévoir avant, qu'en fait on ne sait plus très bien qui crée de la valeur quand on raisonne sur un ensemble d'actes. Ce qui change fondamentalement, c'est que par rapport à l'acte, c'est pas le volume qui compte, c'est la valeur qui compte. Ça, c'est le vrai changement structurel. C'est-à-dire il faut continuer à rémunérer à l'acte, mais compléter cette rémunération par l'évaluation des résultats obtenus. D'accord ? Ce qui est en effet un petit peu fait en Angleterre, mais absolument pas en France. Donc, à partir du moment où on a des indicateurs de valeur qui nous permettent de dire que les soins externes, ça crée beaucoup plus de valeur que les soins en milieu hospitalier, on peut commencer, si vous voulez, à réfléchir. Et il y a que comme ça qu'on peut réfléchir. Et c'est peut-être le cas, je n'en sais rien. Alors, dernier point, parce que... Pardon ? Non, allez-y. Dernier point, et je m'excuse, je dois partir après. Quand je dis que ça change complètement le logiciel, ça change 3 composantes essentielles. La gouvernance, qui manage la valeur ? L'État ? Les financeurs, les professionnels de santé, les patients, je ne sais pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance de la qualité. D'accord ? On a une haute autorité de santé qui pond régulièrement des protocoles qui n'arrivent pas toujours jusqu'aux médecins de base dans le fin fond de la France. Donc, il manque un maillon entre ce qu'on sait, ce qui doit représenter la qualité, les protocoles, et les professionnels de santé. Ma petite idée, c'est que ce sont plutôt aux professionnels de santé de gérer cette qualité-là. Mais s'ils ne le font pas, l'État ou les financeurs, comme on est en train de le faire avec les assureurs privés, le feront, parce que c'est indispensable. Donc moi, je pense qu'il y a une urgence à ce que les professionnels de santé mettent en place un management de qualité. C'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on va faire de la médecine de qualité. Certainement pas dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'hier, oui, qui était assez peu technologique, mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a une nécessité d'apprentissage qui est permanent. Et d'ailleurs, on arrive, petite parenthèse, à une inversion de la courbe de Gauss, comme dans la plupart des industries. C'est-à-dire qu'avant, on avait, excusez-moi l'expression, mais un peu un milieu de gamme dominant dans la médecine, avec une majorité de professionnels de santé qui faisaient bien leur travail et qui faisaient un travail correct. Maintenant, on a une inversion de la courbe de Gauss, c'est-à-dire que vous avez un segment du low cost qui se développe, et c'est une mauvaise réponse à un vrai problème, et vous avez une médecine de plus en plus sophistiquée, de plus en plus qualitative. Pas besoin d'être économiste pour comprendre que c'est ce segment-là vers lequel il faut essayer d'amener un maximum de professionnels. Mais ça nécessite de pouvoir financer et de pouvoir valoriser les actes à leur juste valeur. Parce que attention, avec le lean management et avec tout ça, c'est que vous entretenez un courant de baisse de la rémunération. Puisque si on continue à faire croire qu'on peut toujours faire plus avec moins, forcément, vous entraînez. Et l'innovation, c'est de la recherche, ça part très en amont. Donc, moi, je ne suis pas sûr je suis même certain du contraire, qu'avec une valeur de 35 € de l'acte, qui est le prix moyen de la consultation en ophtalmologie, on puisse faire aujourd'hui, encore j'entends, où on est sur une logique de valeur de la médecine de qualité. Je suis même certain que non. Mais ça, encore faut-il convaincre. Encore faut-il en être convaincu, vous-même, et convaincre les autorités. Et ce n'est pas en allant vers une santé gratuite qu'on va permettre aux patients de pouvoir valoriser. Pour ça, mon opposition au tiers payant n'est pas la même raison que pour vous. C'est qu'à partir du moment où vous ne permettez pas aux patients, comme on l'a fait à l'hôpital, puisqu'on ne sait pas combien ça coûte, à partir du moment où vous allez vers toute mesure qui empêche véritablement pour le patient, qui finance, même si ce n'est pas directement ça, et je rappelle que le but, ce n'est pas que la santé soit gratuite, le but, c'est que tout le monde ait un accès aux innovations. Bon. Ce qui est radicalement différent, là aussi, peut-être un peu obsédé par ça, mais il faut savoir vers quel objectif on veut aller. On ne veut pas aller vers un objectif de baisser les coûts. La baisse des coûts n'est pas un objectif. On veut aller vers un accès pour tous à une innovation. Deuxième chose, c'est le financement, qui est un vrai sujet. Je pense d'une part, il faut encore une fois revaloriser, il faut qu'il y ait un espèce de trade-off, une espèce de deal
où je vais beaucoup mieux valoriser, et ça ne changera rien vos revenus, beaucoup mieux valoriser vos actes, mais je vais vous demander de ne faire que des actes pertinents et de vous assurer que chaque acte sera délivré avec un maximum de valeur. Et ensuite, il y a probablement les acteurs privés qui doivent agir différemment. La troisième chose, c'est l'organisation. Il est clair que, là je vais laisser les professionnels en parler, mais il est clair que les changements organisationnels sont majeurs. Mais attention, là aussi, au mot valise, tout à l'heure quelqu'un l'obtenait, c'est non, regroupement, non. C'est pas la solution, le regroupement. Et on va vers un regroupement, on le voit d'ailleurs, hein, désertification médicale, vous savez que c'est toujours un deal entre la proximité et la qualité. Plus vous regroupez les professionnels de santé, moins vous avez de proximité. L'idéal, c'est la petite structure aussi performante que la grosse structure en matière de qualité. Parce que ça permet de faire qualité et proximité. Donc d'ailleurs, dans votre choix de soins externes, ça permet peut-être ça aussi, à la fois la proximité et la chose. Voilà, donc je crois que c'est toujours ce trio organisationnel, de financement et de gouvernance qu'il faut repenser. Et dernier point, n'attendez rien des politiques, puisque de toute façon, ils n'ont absolument aucune vision du système de santé qu'il faut le faire. Et c'est pas du tout pour leur jeter la pierre et pour leur chose. Vous avez vu qu'on a parlé un petit peu santé, ce qu'on fait jamais dans cette présidentielle, mais avec avec une telle pauvreté que mais c'est déjà un progrès. Okay, il y a même qui ont repris certaines choses qu'on fait, certaines choses que je peux dire, sauf sans les réformes. Bon, ça sera peut-être le coup d'après. Mais on est sur un processus darwinien où vous changez ou vous disparaissez. Et c'est pas l'État qui va vous dire, qui va comprendre et qui va réorganiser l'ophtalmologie. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Merci. Bien, on va changer de sujet. Frédéric Bizard, on le remercie, doit nous quitter. Y a-t-il des questions à nos amis consultants en organisation que sont Christophe Durand, Chantal Cambourieux, à l'industrie, à notre ophtalmologiste qui est aujourd'hui directeur d'hôpital et notre ophtalmologiste qui est toujours ophtalmologiste. Ça marche ? Oui, bonjour. Je viens du milieu de l'aéronautique où on aime bien ce qu'on fait et en fait le milieu de l'aéronautique c'était un milieu artisanal et on a été obligé de passer à autre chose un peu plus industriel. À l'époque, je vais vous dire, en 90, on faisait 15% du marché mondial et si on a battu Boeing, on pensait un jour faire 20% du marché. On fait 50 et on pensait à l'horizon 2010 faire 50% du marché. En 95, on y était. Pourquoi ? Parce qu'on s'est réorganisé. Donc quand ça a redémarré, l'industrie aéronautique, et quand ça redémarre très méchant, avec le même personnel, on a fait 3 fois plus d'avions, sans se dépêcher plus vite. Voilà. Donc, et j'ai envie de vous dire aussi une autre chose, c'est que le lean, c'est pas fait pour tirer tous les coups vers le bas. En fait, il y a, comme dans les urgences, il y a de la vraie urgence et il y a de la bobologie. Et ben, si c'est la même T2A pour tout le monde, ça va pas marcher. Il y a de la T2A pour des actes d'urgence qui sont complexes et qui doivent être augmentés. Par contre, la bobologie, oui, on doit essayer de la rationaliser parce que c'est des actes simples et classiques. Donc il y a 2 flux, toujours. Il y a les flux standards, les opérations, je dirais, qu'on peut standardiser, qu'on peut mettre sous forme de processus, et celles-là, effectivement, on doit, je dirais, les industrialiser pour que justement tous les actes compliqués, toute l'innovation qu'on a envie de faire à côté, ben, on puisse se la payer. D'accord ? Donc c'est pas antinomique. Hein, le lean, justement, il vous permet d'organiser ce qui est organisable pour dégager des marges, pour vous payer et pour payer au juste prix ce qui est complexe et qui doit être payé au juste prix et qui actuellement ne l'est pas. Donc c'est pas contradictoire pour moi, pas du tout. Merci. Je voudrais poser une question à Chantal. Chantal Cambourieux, qu'en est-il des nécessités organisationnelles du corps médical face, notamment dans le libéral, mais c'est peut-être la même chose en public, aux administrations hospitalières et en fait en libéral souvent aux groupes financiers et aux contraintes qu'ils veulent nous imposer? Aujourd'hui, écoutez, mon message va plutôt s'adresser aux ophtalmologues qui travaillent dans des cliniques qui appartiennent à des groupes financiers. Nous voyons que ces groupes financiers sont puissants, sont très organisés. Et donc, face à eux, aujourd'hui, les ophtalmologues ne sont pas toujours très bien organisés parce que soit
ils ne travaillent pas ensemble. Et il est nécessaire que des organisations se mettent en place dans des groupes financiers type club utilisateur afin que des stratégies soient déterminées pour que ça puisse remonter aux cellules achats. Aujourd'hui, les cellules achats, elles peuvent faire appel à un comité restreint de 2-3 personnes qui décideront pour tout le groupe. Donc, il est important que les informations remontent au niveau de la cellule achat pour qu'elles puissent être... Il faut que les acheteurs les entendent et à partir de ce moment-là, suivent vos demandes. Aujourd'hui, il s'agit des demandes, de vos besoins, des innovations qui sont mises en place. S'il n'y a pas de discussion, effectivement, les acheteurs prendront la main. Et donc, dans certains groupes, on sent que c'est plus dirigiste que d'autres. Jean-Claude, tu veux peut-être parler de ton expérience, celle qui a été celle d'un ophtalmologiste pendant des nombreuses années et depuis peu directeur d'un établissement de santé. Oui, moi je veux bien vous parler des évolutions qu'on voit arriver aujourd'hui en termes de financement justement par rapport à cette dimension qui a été soulignée d'ailleurs par Frédéric Bizard, qui est le financement à la qualité. Alors, faut bien s'entendre sur les mots, parce que quand on parle de qualité, souvent en ophtalmo, on dit la qualité de la chirurgie, c'est par exemple le résultat visuel, etc. Là, c'est tout à fait une autre dimension que vous devez bien prendre, dont vous devez bien prendre conscience. La qualité, c'est une culture qui existe à l'hôpital ou dans le privé, qui consiste, par exemple, à déclarer et analyser les événements indésirables. Lorsqu'on est dans des structures de soins qui sont des structures avec des fonctionnements complexes, les événements indésirables, ils arrivent tout le temps. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de déclaration d'événements indésirables dans un établissement, qu'il soit public ou privé, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de culture qualité. Et c'est ça aujourd'hui que les autorités publiques et les financeurs vont chercher, je dirais, à valoriser. Autrement dit, dans toutes les structures, il doit y avoir cette démarche d'analyse des événements indésirables, de déclaration d'abord. Et c'est un gros effort de mettre en place un processus de déclaration et de persuader chaque acteur à déclarer ce qu'il voit dysfonctionner dans son environnement. C'est pas évident du tout, parce qu'il y a toujours la notion que si on déclare quelque chose, on pourrait être potentiellement sanctionné. Alors, il faut lever cette idée-là pour que chacun s'investisse à déclarer. Et ensuite, après l'avoir déclaré, il faut analyser pour mettre en place des plans d'action d'amélioration. Et c'est ça, en réalité, qui va amener à un financement nouveau de nos actes, par justement cette culture qualité. Je ne sais pas si j'ai été extrêmement clair, mais cette évolution, elle est vraiment une grande tendance à l'Europe. Et justement, Carole Bonnier, qui est professeure à l'ESCP Europe, qui a beaucoup travaillé sur le système en Grande-Bretagne, l'a dit, et très bien dit, et on va probablement voir apparaître ces nouveaux modes de financement de nos actes de prise en charge. Il n'y a pas que l'acte opératoire. Souvent, quand on est opérateur, on voit ce qui se passe au bloc opératoire, mais en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. C'est depuis l'arrivée du patient dans la structure de soins jusqu'à sa sortie. Vous voyez, tous les acteurs qu'il va rencontrer au fil de ce parcours. Donc, et c'est dans ce parcours-là qu'il faut analyser les événements indésirables. C'est pas seulement la rupture capsulaire postérieure ou le problème lié à un implant. C'est pas du tout ça la vraie problématique. La problématique dans la valorisation, ça sera tout le parcours que va suivre le patient. Merci. Antoine, une question, puisque tu t'es investi sur un projet qui doit voir le jour à l'Assistance publique à Paris. Est-ce que ce travail s'est fait en véritable concertation avec l'administration? Est-ce qu'il a fallu un petit peu tirer vers la qualité? Est-ce qu'ils étaient sur la productivité? Est-ce qu'il y avait véritablement une concordance d'objectifs?
Alors, le public est aussi dans la productivité et dans le quantitatif, ce qui est à mon avis une erreur, et je crois qu'il faut qu'on sorte du schéma du hamster dans la cage. C'est-à-dire qu'on fait tourner la roue de plus en plus vite, c'est-à-dire on fait de plus en plus d'interventions pour avoir des recettes qui permettent donc avoir un équilibre budgétaire. Et le public n'échappe pas à un engouement pour l'ophtalmologie qui est vu comme une discipline susceptible, dans un contexte de déficit hospitalier, de limiter ce déficit. Donc il faut qu'on sorte de ça, il faut en sortir vers de la qualité. Et il faut qu'on ait des indicateurs de qualité. Sinon, on est le hamster dans la cage et on ne sera pas valorisé sur la qualité de ce qu'on fait. Il existe des indices de qualité qui sont l'ICHOM, International Council of Health Organization, ICHOM, qui évalue ça bien. Alors que nous, en France, la qualité, souvent, c'est évalué avec un cache-misère épouvantable qu'on a tous connu, qui s'appelle la certification. La certification, on évalue du papier, mais pas réellement la pertinence des soins, les parcours et la qualité. Donc je crois que c'est un ensemble de ça, qu'il faut dialoguer avec nos administrations, qui sont, à mon avis, extrêmement passistes. Aujourd'hui, qui voient dans l'ophtalmologie le moyen de pallier les pertes de recettes d'autres disciplines. Il faut sortir de ça, il faut qu'on puisse évaluer un peu tout. Il faut quand même évaluer la qualité visuelle. Entre une structure qui donne à tout le monde une acuité visuelle quand il n'y a pas d'autres pathologies associées, avec un résultat réfractif parfait, entre plus 0,50, moins 0,50 à 95% des patients, un taux de rupture capsulaire extrêmement faible, un taux d'infection nosocomiale au plancher, entre une structure capable de faire ça et une structure qui a des complications avec une fréquence plus élevée, il faut trouver des différences de rémunération qui sont actuellement totalement inexistantes, ce qui est un scandale. Très bien. Peut-être que Yves Brouquet va conclure et puis nous dire quelques mots sur la place de l'industrie dans toute cette problématique d'innovation, de coûts, d'organisation. Il marche. Oui, non, juste pour pas oublier que nous, on a un objectif et un seul, c'est les patients, la qualité de vie, la qualité de vision, de servir aussi nos ophtalmologistes, d'aider effectivement les sociétés savantes, les ophtalmologistes, mais aussi en ayant en tête qu'on a à manager de plus en plus de contraintes au niveau des enregistrements, au niveau effectivement des process d'enregistrement, des marquages CE, au niveau effectivement des centrales d'achat, et que nous, notre objectif finalement, ce sera de mettre au service des ophtalmos et des patients des traitements innovants, mais en ayant la capacité de manager ces contraintes. Et encore un immense merci à Serge pour son aide pour ce symposium aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. On va laisser la place à la SFO pour son...